un président se lève seul, sans escorte, sans murmures officiels. Devant lui, 3 milliards de dollars quittent chaque année le pays pendant que les centrales vieillissent et que les lumières ici vacillent. À 3000 kilomètres, Ibrahim Traoré choisit une autre équation. Transformer l'aide étrangère en moteur souverain, prouvant qu'une nation peut bâtir sans tutelle. Alors, quand la maison brûle, faut-il courir vers les investisseurs ou vers sa propre terre? Ce n'est pas une simple comparaison entre deux présidents africains. C'est une promesse de comprendre comment deux modèles, celui du Botswana et celui d'Ibrahim Traoré au Burkina Faso, redéfinissent la souveraineté à partir des mêmes urgences. L'un veut sauver 3 milliards de dollars d'importations électriques, l'autre veut transformer 2,4 milliards d'aides étrangères en crédit national. Dans les deux cas, il s'agit de récupérer ce qui s'échappait pour le replacer entre des mains africaines. Car derrière les chiffres, la véritable mise en jeu est la liberté de décider, de produire, de dépendre de soi. Chaque choix porte un risque, celui de l'échec ou de l'isolement, mais aussi une récompense. Prouver que l'Afrique peut tracer ses propres circuits de puissance. Et si cette course contre le temps révélait non pas deux adversaires, mais deux expressions d'un même instinct, sauver sa maison avant qu'elle ne s'effondre. Dès la 3e minute de son discours, le tournant apparaît. Le Botswana n'achètera plus l'électricité. Il en vendra. Le président détaille calmement les chiffres. 3 milliards de dollars économisés, 75 millions de subventions supprimées. Pendant que la centrale Morupul A approche de sa fin de vie et que Morupul B peine à fonctionner. Dans la même séquence, Ibrahim Traoré, au Burkina Faso, révèle un plan d'une nature totalement différente. Convertir 2,4 milliards de dollars d'aide étrangère en un crédit coopératif géré localement. Là où l'un sollicite un consortium d'investisseurs internationaux, l'autre fait confiance à 1 million de familles d'agriculteurs. Ce contraste fonde tout le récit. Deux nations affrontant le même feu, la dépendance, avec deux armes distinctes. Au sud, la pression s'exprime en mégawatts et en délai industriel. Au nord, elle se mesure en dignité retrouvée et en souveraineté agricole. Le premier modèle s'appuie sur la rigueur contractuelle, la transparence des marchés et la diligence des partenaires privés. Le second s'appuie sur la confiance communautaire, la responsabilité collective et la discipline des coopératives. Pourtant, le fil qui les relie est clair. Aucun des deux dirigeants n'attend la permission extérieure pour agir. Ibrahim Traoré le répète, la souveraineté n'est pas donnée, elle se cultive, comme la terre. Le président du Botswana, lui, montre que la souveraineté peut aussi se négocier, tant qu'elle reste maîtrisée. Deux routes, deux vitesses, un même impératif, arrêter l'hémorragie. Et dans cette double trajectoire, c'est peut-être l'Afrique entière qui se redessine, apprenant à faire feu de tout bois, capital ou sol, consortium ou coopérative. Dans cette histoire de transformation, les visages se dessinent avant les chiffres. Au Botswana, c'est un président qui lit lui-même les dossiers, porte sa mallette et refuse les cortèges inutiles. Chaque déplacement devient un acte symbolique. Il voyage léger, mais il porte sur ses épaules une économie dépendante de l'extérieur depuis des décennies. Son image contraste avec celle d'Ibrahim Traoré, souvent entouré d'agriculteurs, de coopératives et de techniciens locaux dans les plaines du Burkina Faso. Deux styles, mais une même obsession. Que la souveraineté ne soit pas un slogan, mais une pratique quotidienne. Sous le soleil du Sahel, Traoré parle de appropriation. Rendre aux citoyens la capacité de décider et de produire. Au sud, son homologue parle de diligence, imposer la rigueur aux investisseurs pour que chaque mégawatt devienne une promesse tenue. Dans les deux cas, le leadership s'incarne dans l'endurance. Les trestes tirés, les heures sans sommeil, la voix ferme face à la critique. Ce sont des signes d'un même engagement. Les effets apparaissent tôt. Au Burkina Faso, les premiers taux de remboursement atteignent déjà 92%. Au Botswana, les audits initiaux confirment une réduction réelle des coûts d'importation. La dynamique est enclenchée. Quand la pression devient moteur,
La transformation cesse d'être un rêve et devient un calendrier. Et la question à nouveau revient frapper. La souveraineté se mesure-t-elle en capitaux levés ou en confiance rendue? Tout commence par une urgence. Au Botswana, les coupures d'électricité deviennent quotidiennes. Les industries s'interrompent, les mines s'arrêtent, l'économie suffoque. Le président convoque alors les investisseurs sérieux, ceux capables d'injecter des milliards sur plusieurs décennies. Les négociations s'enchaînent. Un consortium de 150 milliards de dollars se forme. La modernisation des lignes de transmission débute. Et le calendrier se resserre. 3 ans pour transformer la dépendance en puissance exportatrice. Pendant ce temps, au nord-ouest, Ibrahim Traoré met en place un plan de souveraineté agricole d'une radicalité rare. 2,4 milliards de dollars, autrefois classés comme aide étrangère, sont rapatriés dans un fonds national. Les décisions se prennent à un rythme effréné. À Ouagadougou, les coopératives locales signent leurs premiers contrats biométriques. À Gaborone, les ingénieurs cartographient les lignes de haute tension. 2 scènes parallèles, 2 rythmes, une même flamme. Sauver la maison avant qu'elle ne brûle entièrement. Le Botswana active la construction de nouvelles unités de production, sécurise les approvisionnements et prépare déjà les 760 mégawatts destinés à la Zambie et à l'Afrique du Sud. Le Burkina Faso, lui, fort 50 000 puits, installe 10 000 pompes solaires et bâtit 1500 unités de stockage pour ses céréales. Les chiffres deviennent le langage commun de la souveraineté. Mégawatts au sud, tonnes de mil et de sorgho au nord. Mais derrière la symétrie des progrès se cache un contraste philosophique. Le président du Botswana fonde son autorité sur la performance mesurable. Livrer à l'heure, rentabiliser chaque dollar, prouver aux investisseurs que la discipline paye. Ibrahim Traoré, lui, ancre son modèle dans la responsabilité partagée. Chaque prêt remboursé est célébré, chaque récolte réussie devient un symbole collectif. Dans les 2 pays, les résultats se voient rapidement. Les coûts d'importation diminuent, les subventions s'allègent, les revenus agricoles augmentent. 2 nations courent dans des directions opposées, mais convergent vers un même point, la maîtrise de leurs ressources. Le point culminant arrive lorsque les premiers bilans officiels sont rendus publics. Au Botswana, la centrale modernisée dépasse ses objectifs initiaux. La facture énergétique nationale chute de 8%. Au Burkina Faso, le taux de recyclage du capital atteint 85% à la 4e année. 2 exploits qui prouvent que la souveraineté, qu'elle soit électrique ou alimentaire, est possible quand la volonté devient méthode. Et pendant que les observateurs débattent de la meilleure voie, les 2 présidents, chacun à sa manière, démontrent que l'Afrique n'a pas besoin d'un modèle unique. Elle a besoin de dirigeants capables d'allumer des lignes de puissance ou de crédit et de les tenir allumées. Les chiffres parlent avant les discours. Au Botswana, le plan de transformation énergétique repose sur 3 données clés. 3 milliards de dollars économisés chaque année en importation, 75 millions de subventions supprimées et 760 mégawatts destinés à l'exportation. Ces nombres forment la trame d'un calcul implacable. Si tout est livré à temps, l'économie nationale gagnera en 2 ans l'équivalent de 15% de son PIB actuel. Chaque mégawatt produit localement devient un acte de souveraineté économique. Le président en fait un mantra. Le meilleur argent est celui que vous gardez dans vos mains. Au Burkina Faso, les repères sont différents, mais la logique c'est la même. 2,4 milliards de dollars, autrefois étiquetés comme aide étrangère, ont été injectés dans un mécanisme national de crédit rural. 1 million de familles participent, chacune recevant entre 1 100 et 2 500 dollars pour la relance agricole. À la 4e année, 45% du capital initial est recyclé grâce au remboursement et 92% des prêts sont honorés à temps. Ces chiffres ne sont pas abstraits. Ils traduisent un passage du statut de bénéficiaire à celui d'acteur. Sous Ibrahim Traoré, les agriculteurs deviennent des coproducteurs de souveraineté,
gérant eux-mêmes leur capital et leurs risques. Les résultats matériels suivent. Les rendements agricoles augmentent de 30 à 50%, générant 200 000 emplois saisonniers et réduisant les importations alimentaires de 200 millions de dollars par an. Le pays remplace progressivement l'aide par l'autofinancement, créant une dynamique circulaire où chaque remboursement alimente la récolte suivante. Dans le langage de la macroéconomie, cela s'appelle rétention du capital. Dans le langage du terrain, cela s'appelle confiance. La comparaison devient alors frappante. Le Botswana gagne en capacité énergétique ce que le Burkina Faso gagne en sécurité alimentaire. L'un convertit l'électricité en pouvoir industriel, l'autre transforme la terre en pouvoir social. Mais tous deux s'inscrivent dans la même équation. Souveraineté et ressources maîtrisées, plus résultats mesurables. Là où d'autres nations invoquent encore la dépendance comme fatalité, ces deux exemples prouvent que la rigueur et la solidarité peuvent produire la même rentabilité. Au final, qu'il s'agisse de mégawatts ou de tonnes de mille, les deux modèles partagent une vérité commune. La souveraineté n'est pas un rêve politique, mais un indicateur qu'on peut comptabiliser, à condition d'avoir le courage de la chiffrer. Les critiques ne manquent pas. Certains économistes affirment que le modèle du Botswana, fondé sur les investisseurs internationaux, risque d'ancrer la dépendance plutôt que de l'effacer. Ils rappellent que chaque contrat comporte des clauses, que la souveraineté peut se perdre dans les marges d'un accord financier. D'autres, au contraire, jugent la voix d'Ibrahim Traoré trop fragile, estimant qu'1 million de petits emprunteurs ne peuvent soutenir une économie nationale sans appui extérieur durable. Deux arguments puissants, portés par des visions du développement profondément différentes. Mais la réalité nuance ces positions. Le Botswana n'a pas cédé sa souveraineté. Il l'a redéfinie comme la capacité à choisir ses partenaires et à imposer ses conditions. Le pays garde la propriété des infrastructures, contrôle la production et réinvestit les bénéfices localement. Ibrahim Traoré, lui, n'a pas rejeté la mondialisation. Il a choisi de la traduire en logique communautaire, transformant le crédit en instrument d'unité nationale. Ces coopératives ne fuisent pas le marché. Elles y entrent avec discipline et transparence. Les deux approches résistent, chacune à sa manière, aux simplifications idéologiques. Il n'y a ni capitalisme étranger contre autonomie rurale, ni modèle héroïque contre modèle soumis. Il y a deux formes d'ingéniosité africaine répondant à des contraintes distinctes. Infrastructure au sud, agriculture au nord. Leur efficacité se mesure non pas au type de partenaire choisi, mais à la qualité du résultat livré. Ainsi, l'argument décisif n'est pas de savoir qui a raison, mais qui tient parole. Et sur ce terrain, les chiffres parlent. Centrale modernisée au Botswana, rendement doublé au Burkina Faso. Deux victoires qui rappellent que la souveraineté, qu'elle passe par des consortiums ou des coopératives, reste une affaire de rigueur et de constance. Deux pressions, un seul tempo. C'est la ligne de fracture et de révélation à mi-parcours. Le Botswana agit sous la menace de l'obscurité, tandis que le Burkina Faso agit sous celle de la dépendance. Le premier court pour que les lumières restent allumées, le second court pour que la dignité reste debout. Et au centre de cette course, Ibrahim Traoré impose une vérité inattendue. La lenteur peut être une stratégie quand elle s'appuie sur la communauté. Là où les investisseurs du Sud comptent les mégawatts livrés, les coopératives du Nord comptent les prêts remboursés. Les deux tableaux de bord racontent la même histoire sous des unités différentes. Au Botswana, la pression se chiffre en mégawatts par jour. Au Burkina Faso, en crédit clôturé par saison. Les deux leaders vieillissent vite, dorment peu, mais avancent avec la même certitude. Agir vaut plus qu'attendre. À ce moment précis du récit, la comparaison cesse d'être un duel et devient une leçon de méthode. La souveraineté n'a pas une seule vitesse. Elle a deux battements de cœur. Les effets concrets dépassent désormais les frontières. Au Botswana, la réforme énergétique enclenche une véritable renaissance industrielle.
Les usines reprennent un rythme continu, les mines rouvrent des lignes de production et le chômage urbain baisse de 8%. Les 3 milliards de dollars économisés sur les importations d'électricité sont redirigés vers les infrastructures routières et sanitaires. Les ménages constatent une stabilisation du prix de l'énergie et les investisseurs locaux, rassurés, réinjectent leurs capitaux. Le pays passe du statut d'importateur à celui de fournisseur régional, exportant vers la Zambie et l'Afrique du Sud, symbole d'un renversement structurel. Au Burkina Faso, le résultat se mesure autrement. Dans les villages, les rendements agricoles augmentent de 30 à 50%. Les revenus ruraux s'améliorent, les écoles locales rouvrent et les marchés communautaires se remplissent. Les 200 000 emplois saisonniers, créés autour des coopératives, favorisent une stabilisation démographique. Les jeunes restent dans les campagnes, où ils trouvent du travail durable. Les importations alimentaires diminuent, économisant 200 millions de dollars par an. Mais surtout, l'esprit change. Les agriculteurs ne se disposent plus bénéficiaires, ils se présentent comme partenaires. Sous Ibrahim Traoré, la souveraineté cesse d'être un concept. Elle devient une expérience vécue. Dans les nations voisines, ces réussites inspirent des répliques. Le Niger étudie un mécanisme de crédit similaire. Le Ghana prépare un plan de modernisation énergétique sur le modèle botswanais. La contagion de la souveraineté se propage sans discours officiel, porté par les résultats. L'Union africaine cite désormais ces deux pays comme exemples complémentaires de réformes accélérées. Infrastructures au sud, agriculture au nord. Mais les conséquences les plus profondes sont psychologiques. Le Botswana redéfinit la confiance entre État et investisseurs. Le Burkina Faso redéfinit la confiance entre État et citoyens. Deux architectures de responsabilité, l'une verticale, l'autre horizontale, mais toutes deux construites sur le même socle. Livrer, prouver, tenir. Et lorsque les observateurs occidentaux parlent encore de dépendance, l'Afrique répond par deux bilans, des mégawatts livrés à temps et des récoltes remboursées à l'heure. Les deux histoires ne s'opposent plus. Elles se complètent comme les deux battements d'un même cœur continental. Les 12 prochains mois seront décisifs. Au Botswana, le scénario de base prévoit la mise en service complète des nouvelles unités d'ici 8 mois. Si le calendrier est tenu, les premières exportations nettes d'électricité atteindront 760 mégawatts, permettant de consolider un excédent budgétaire inédit. Le scénario optimiste, lui, imagine un partenariat élargi, de nouveaux contrats avec la Namibie et la Zambie, une baisse supplémentaire de 10% des coûts énergétiques nationaux et une montée en puissance des entreprises locales dans la maintenance des réseaux. Mais le scénario pessimiste reste plausible. Tout retard logistique pourrait prolonger la dépendance d'un an et fragiliser la crédibilité politique du président. Au Burkina Faso, 3 trajectoires se dessinent. Aussi, le scénario de base prévoit la consolidation du taux de remboursement à 92% et l'extension du crédit souverain à 1,5 million de familles. Le scénario optimiste table sur une hausse moyenne des rendements agricoles de 50%, réduisant de moitié les importations alimentaires. Le scénario de risque, en revanche, évoque une éventuelle pression climatique. Sécheresse prolongée ou variation du prix des intrants pouvant retarder la 4e vague de financement. Ibrahim Traoré parie sur la discipline communautaire et sur la transparence numérique du système pour amortir ces chocs. Entre ces lignes, une vérité apparaît. La souveraineté n'est pas une ligne droite. Elle avance par cycle, par récolte ou par kilowattheures livrés. Et si ces deux nations tiennent leur cadence, l'Afrique disposera bientôt d'un modèle double capable de relier production et autonomie. Mais si l'une faiblit, l'autre servira de rappel. La dépendance se guérit par l'endurance, pas par les promesses. Car dans les deux cas, l'équation reste la même. Si la maison brûle, il faut courir, mais dans la bonne direction. Ce qui se joue ici dépasse les frontières et les bilans d'État. Car derrière les chiffres, ce sont des visages, des ouvriers au Botswana qui rentrent enfin chez eux avec la lumière allumée, et des familles burkinabés qui récoltent leur propre pain sans attendre l'aide étrangère. Ibrahim Traoré insiste. La souveraineté ne se décrète pas,
elle se ressent dans les gestes ordinaires. Lorsqu'un agriculteur signe un prêt biométrique ou qu'un technicien répare une pompe solaire. Chaque acte, si modeste soit-il, devient un fragment d'indépendance partagée. Pour les jeunes Africains, ces deux modèles offrent une leçon d'avenir. Le premier montre que la rigueur et la négociation peuvent transformer une économie. Le second prouve que la solidarité et la transparence peuvent transformer une société. À Gaborone, on parle de production. À Ouagadougou, on parle de participation. Deux langages, mais un même message. Le pouvoir appartient à ceux qui osent agir sans attendre l'approbation. Et pour le spectateur, la question devient intime. Que ferait-il, lui, si sa maison brûlait? Chercherait-il un investisseur ou creuserait-il un puits? Ce choix symbolique n'oppose pas deux nations, mais deux instincts humains, l'efficacité et la résilience. Car à la fin, la souveraineté n'est pas seulement une affaire d'État, c'est une affaire de caractère. Les deux nations ont prouvé qu'un changement de trajectoire n'est pas une utopie, mais une méthode. Encore faut-il savoir comment la reproduire. Voici les 5 leviers que ces expériences africaines laissent entrevoir. D'abord, la clarté des objectifs. Au Botswana, chaque mégawatt est suivi comme un indicateur vital. Au Burkina Faso, chaque prêt correspond à une récolte mesurable. La transparence crée la discipline, et la discipline fabrique la confiance. Ensuite, la souveraineté par la donnée. Sous cet état Ibrahim Traoré, les coopératives utilisent des signatures biométriques et des tableaux de bord publics. Le pouvoir n'est plus abstrait. Il se lit dans les chiffres, il se partage en temps réel. Puis, la responsabilité mutuelle. Au sud, le gouvernement rend compte au consortium. Au nord, les coopératives répondent à leurs membres. Deux formes de reddition qui empêchent la complaisance et entretiennent le mouvement. De plus, l'investissement circulaire. Chaque économie réinjecte localement ses gains. Le Botswana dans ses infrastructures, le Burkina Faso dans ses sols. Cette boucle intérieure transforme le capital en autonomie durable. Enfin, la pédagogie du courage. Montrer que la pression n'est pas un fardeau, mais un moteur. Car lorsque la maison brûle, on n'attend pas un manuel, on agit. Ainsi, la feuille de route africaine se résume en une phrase. Mesurer, partager, responsabiliser, réinvestir et tenir. C'est la mécanique concrète d'une souveraineté qui s'apprend en marchant. Sous le soleil rouge du soir, la boucle se referme. Les visages que l'on a vus, le président du Botswana à sa table de travail, Ibrahim Traoré parmi les agriculteurs, reviennent comme un écho. Deux silhouettes, deux rythmes, une même fatigue noble, celle de ceux qui portent leur nation sans décor. L'un lit des rapports techniques à la lumière des écrans, l'autre signe des carnets de prêt à la lumière des lampes solaires. Tous deux savent qu'ils n'ont pas le luxe de l'attente. Au fond, leur message est identique. La souveraineté ne s'hérite pas, elle se cultive. Et peut-être qu'un jour, leurs routes se croiseront, non pas dans une salle de conférence, mais dans un champ ou une centrale, là où le travail parle plus fort que les discours. Car ce que ces deux hommes prouvent, c'est qu'un même feu peut éclairer sans consumer, si l'on sait l'entretenir. Quand la maison brûle, le courage devient méthode, et la pression, promesse. Cette histoire n'est pas une conclusion, mais un appel tranquille. Elle nous rappelle que la souveraineté, qu'elle passe par des lignes électriques ou des lignes de crédit, dépend d'une seule chose, la responsabilité partagée. Le président du Botswana et Ibrahim Traoré ont montré deux chemins, mais un même horizon, que l'Afrique peut se tenir debout en s'appuyant sur ses propres forces. Chacun, à sa manière, a couru lorsque la maison brûlait. Et c'est ce mouvement, rapide, lucide, nécessaire, qui trace l'avenir. Si ce récit vous parle, partagez-le. Non pour ajouter un chiffre à un compteur, mais pour que ces histoires continuent d'exister, pour que d'autres dirigeants, d'autres citoyens comprennent que l'indépendance n'est pas un miracle, c'est un choix répété, chaque jour. Alors, que retiendrez-vous de ces deux modèles? Et surtout, lequel inspirera votre propre manière d'agir?